Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs à mettre leur santé en priorité. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'interviewer un entraîneur, un entrepreneur qui a littéralement changé la manière de voir le fitness aujourd'hui. En effet, si vous avez, comme moi, étant petit, eu la chance de profiter des parcours Hébert dans les bois, ces parcours qui sont faits de troncs d'arbres, de tunnels, d'échelles de cordes, eh bien, vous avez sans doute bénéficié de l'imagination de Georges Hébert qui voyait le mouvement en relation avec la nature, avec l'extérieur, avec des mouvements naturels, sauter, grimper, courir, ramper. Et Erwan Lecor, qui a étudié longuement le travail de Georges Hébert, en a fait aujourd'hui une version plus moderne, plus adaptée justement au monde d'aujourd'hui. Vous allez donc découvrir dans cette interview comment Erwan en est venu à revisiter finalement cette méthode un peu oubliée et comment en 15 ans il a réussi à créer une entreprise sur 5 continents avec plus d'un millier d'entraîneurs formés à la méthode MoveNat. Et vous allez également découvrir comment il a traversé la pandémie et quels sont ses projets futurs. Alors comme moi vous avez été inspiré par cette interview, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à poser vos questions. Et d'ici notre prochain invité, prenez soin de vous. Eh bien bonjour Erwan, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, David. Et toi? Écoute, je vais bien, je suis très heureux. Ça fait 15 ans maintenant, on échangeait avant l'interview, qu'on a eu nos premiers échanges. Et donc, ça me fait très plaisir de retracer un peu ta carrière avec laquelle on va commencer et puis avoir ton avis sur la vie d'entrepreneur. Est-ce qu'on peut commencer justement par retracer un peu les grands moments de ta vie? Les grands moments de ma vie, la naissance le 10 septembre 71 dans la région parisienne. Voilà. Comme tu disais, tu es né en 71. On est de la même génération, une époque où ce qui est difficile pour nos enfants à comprendre, la télévision était en noir et blanc. Il n'y avait pas de télécommande. C'est quand je vois ma petite qui me regarde avec des yeux bizarres quand je parle de la télé noir et blanc. C'est toujours très amusant. À l'époque, ben, tu faisais beaucoup d'outdoor avec ton papa. Tu, Mhm. tu Tout pratiquais à déjà fait. le judo. Et ce n'est que plus tard que tu as démarré le karaté. Tu as même été à un niveau national en France. Tu as eu ta ceinture noire à 18 ans. À 19 ans, tu étais à Paris et Ouais. tu as pratiqué le combat vital avec d'ailleurs une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça à Bruxelles. Et c'était un mélange de parcours et d'exercices de respiration. Vous faisiez aussi des combats, que ce soit de la nuit, du jour. Et quelques années plus tard, voilà, 7 ans plus tard, parce que tu as pratiqué cet art pendant 7 ans, tu as fait ton chemin personnel et tu as fait de la voile, tu as fait du jiu-jitsu, de l'haltérophilie, de l'escalade, du trail. Et ma première question, Erwan, pour toi, c'est quel a été pour toi le moteur de toute cette curiosité? Quelle a été pour toi cette envie de découvrir? Est-ce que pour toi, cette curiosité du mouvement est quelque chose d'inné ou est-ce que tu as eu des exemples? Je pense que c'est un peu les deux. Il y a l'inné, euh, et l'inné vient de la famille, hein. Euh, et puis, il y a aussi l'exemple qui, aussi, pour la plupart, venait de la famille. Donc, j'avais par exemple deux oncles du côté de ma mère qui faisaient toujours de l'exercice. Ils étaient toujours, tu vois, vraiment bien physiquement. Pour moi, petit garçon, c'était un bon exemple. Un exemple à suivre. Mon grand-père, donc de ce côté-là, était gymnaste amateur, mais gymnaste quand même. Il faisait des. J'ai entendu toutes ces histoires où il faisait des. Tu sais, marcher sur les mains, mais au-dessus du vide. C'est ça. Des choses quand même, des choses comme ça. Mon père me faisait
crapahuter, si je peux le dire comme ça, grimper aux arbres, aux rochers, sauter de rocher à l'autre, nager sous l'eau, faire des grands sauts. On faisait ça en vacances en Bretagne. Donc, disons que ça faisait un peu partie de la culture familiale. On était toujours encouragé à sortir, aller jouer dehors, plutôt que de regarder cette fameuse télé noir et blanc avec 3 chaînes sans télécommande et des programmes pour enfants qui n'étaient seulement que certains jours ou à certaines heures. Donc, on était vraiment poussé à ne pas regarder la télé, finalement, ou très peu, et à passer notre temps dehors. Bon, comment est-ce qu'on passe notre temps dehors? On passe en bougeant, en se dépassant. Donc, j'avais un copain à l'époque, on était toujours en train de dire qui peut grimper jusque là-haut, le premier, qui va y arriver le premier. Voilà, donc c'est le bagage, c'est l'héritage de l'enfance. Et puis ensuite, ça m'intéressait toujours d'être physique et de me dépasser, de chercher disons que quand tu es enfant, si tu deviens un adolescent, si tu deviens un jeune adulte, euh, dans l'idéal, tu dois avoir déjà commencé à cultiver une certaine image de ce que tu veux être, de qui tu es, de comment tu te sens, ce que tu es capable de faire dans la vie, à quoi tu ressembles physiquement et de quoi tu es capable physiquement. Donc, pour moi, cette capacité physique, elle était importante. Donc, j'ai fait plein de sports. Mais juste, si tu regardes tous les sports que j'ai faits, il y avait aussi donc, le triathlon. Le triathlon, donc, c'est natation, courir, faire du vélo. Mais pour l'essentiel, l'haltérophilie, le trail running, course dans les bois, course dans la nature, grimper, les arts martiaux, etc. Si tu regardes bien, ce sont des sports. Ce sont des sports de spécialité, mais ils ont tous en commun que ce sont des sports qui ont un très, très grand côté pratique. C'est-à-dire qu'avec les arts martiaux, tu es capable de te défendre. Avec l'escalade, tu es capable de passer des obstacles. Avec la course à pied, tu es capable de courir. Ce sont des capacités importantes, des capacités physiques importantes que chacun, à mon avis, devrait avoir et cultiver et maintenir toute la vie. Tout à fait. Et dans ton parcours, alors, c'est parce que le karaté à un niveau plus compétitif est arrivé relativement tard. Tu penses que cette capacité à finalement jouer et toujours être à l'extérieur t'a permis de rester curieux et de ne pas être trop vite dans une route de compétition, d'entraînement, parce que si tu avais été dans le karaté à 6 ans et qu'on t'avait mis dans les compétitions, probablement que ça aurait été différent, ou ton caractère était de toute façon tourné vers l'extérieur? C'est une très bonne question. Je pense que c'est très bien comme ça que je n'ai pas été poussé à me spécialiser, à devenir un compétiteur. J'étais pas d'ailleurs, j'avais pas tant que ça l'esprit de compétition quand j'étais petit. J'avais l'esprit de me dépasser moi-même. Ça, je l'ai toujours eu. Donc d'où ça vient, je ne sais pas, mais je suis né avec. Et je pense que même quand j'ai commencé à faire des compétitions par la suite, avant tout, c'était une excuse pour pouvoir m'entraîner plus fort et me dépasser plus. Et avec ce dépassement et avec cette acquisition de techniques, de conditionnement, de conditions physiques, il y a aussi un agrandissement. Pardon, excusez-moi mon français parce que ça fait bien longtemps que je parle essentiellement anglais, mais il y a une augmentation, comment dire, du sens de l'estime personnelle et de la confiance en soi. Ouais. Plus on est capable, plus on a un sentiment de confiance en soi et d'estime de soi. C'est tout à fait naturel. Je recherchais ça parce que j'en avais besoin. Je crois que quand on est petit, adolescent, ou même un jeune adulte, il n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours simple d'avoir confiance en soi. Non, clairement. Même d'avoir une estime de soi. Hein, c'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est tellement important. Parce que quand on a ça, il y a tellement de choses qu'on peut faire. On fait tout mieux et pour de bonnes raisons. Donc, se prouver à soi, plus important que de prouver aux autres.
Euh, alors, c'est ça que j'ai recherché à travers la compétition. Mais c'est vrai que, heureusement, c'est pas arrivé tôt dans mon enfance. C'est venu plus tard. Et le karaté, oui, donc j'ai été champion d'Île-de-France, médaille de bronze en championnat de France. J'ai été médaille d'argent en compétition, médaille d'argent, vice-champion de France de karaté par équipe avec l'équipe adulte, alors que moi j'avais 17 ans. Voilà. Donc, j'ai gagné les combats dans cette compétition. Donc, bon, j'en étais fier et tout d'un coup, j'ai complètement arrêté parce que je voulais suivre un chemin différent, bah, en partie avec Combat Vital. Donc, Tout à fait. et apprendre plus de choses, un style de vie plus qu'un sport de spécialité avec toutes les limitations. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va évidemment parler de MoveNet, qui est de la manière dont je t'ai découvert il y a 15 ans et qui a énormément justement grandi en 15 ans et dans lequel on ressent justement cette capacité à mieux gérer son environnement et à être confiant de ses capacités pour réagir dans cet environnement. Et donc, donc tu avais l'âge de 27 ans quand tu avais débuté ce chemin plus personnel jusqu'en 2007 où tu étais au Brésil. Tu étais en pleine recherche dans l'histoire de l'éducation physique, dans l'inspiration de Georges Hébert. Figure-toi que dans le village dans lequel j'ai grandi, il y avait un parcours Hébert et chaque année, il y avait une compétition inter-école et Génial. Ouais. en équipe. C'était vraiment Wow. un souvenir assez exceptionnel, mais j'en ai plus jamais entendu parler, sauf justement par toi et tes recherches et la recherche de ce mouvement naturel en extérieur. Nous, on adorait ça en tant que gamin, on faisait ça une fois par an entre écoles. Et donc, c'est à l'époque, en 2007, tu es au Brésil et tu es en pleine réflexion de cette création d'une méthode d'entraînement naturel un peu différente au niveau idéologie de Georges Hébert. Et c'est ainsi que, suite à un article que j'avais découvert sur un forum de Peter Hercule qui s'appelait Liberating the Cage Human Animal, sortir de la domestication de l'individu pour trouver sa vraie liberté. C'est ça qui m'a attiré dans l'article que tu avais écrit. J'ai contacté l'auteur du forum pour avoir tes contacts. On a échangé pendant quelques semaines. Comment tu voyais justement l'humain? C'est quoi pour toi un humain domestiqué? Alors ça, un humain domestiqué, c'est un humain enfin c'est une personne hein, qui, comme vous et moi, hein, biologiquement, on est pareil, mais disons que dans la façon de se percevoir et de percevoir le monde, la société, etc., on est domestiqué quand on est vraiment très, très conventionnel. Et typiquement, ce que j'appelle conventionnel, c'est de ne pas s'autoriser beaucoup de comportements, voire même de pensées qui sont considérés comme trop nature, trop sauvage, hippie, décalé, etc. Par exemple, un exemple très simple, marcher pieds nus. Mmh, mmh. Bon, chacun, on marche pieds nus à la maison, on marche pieds nus à la plage. Il y a un contexte pour ça, mais ça, c'est quand on est domestiqué, il y a un contexte pour ça. Marcher pieds nus dans aucune autre circonstance, c'est même pas envisageable. De quoi on aurait l'air? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, voilà. Donc, par exemple, enlever sa chemise, se mettre au soleil, se mettre torse nu, quand il y a des gens autour, quand on n'est pas à la plage, quand peut-être même il fait pas très très chaud, il n'y a pas tellement de soleil, mais juste pour exposer son corps à l'air libre, à la lumière naturelle, etc. Donc ça, c'est un peu un instinct. C'est un instinct parce que, disons que l'être domestiqué, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il passe l'essentiel de ses journées habillé, complètement couvert et en intérieur. Il vit en intérieur, hein, donc on vit en intérieur dans une maison, un appartement, travaille en intérieur. Et quand il fait de l'exercice, exercice en intérieur, pas dehors. Donc tout est un contexte qui est déjà prédéterminé, qui est acceptable.
Et tout ce qui sort de l'ordinaire, ça, c'est pas possible, ça, parce que de quoi on a l'air? Même quand c'est en fait excellent pour la santé. C'est excellent pour la santé, déjà pour la santé mentale, de prendre des libertés, de se sentir libre, de peut-être, je sais pas, s'asseoir par terre, manger quand c'est pas l'heure de manger, c'est pas l'heure du dîner, c'est pas l'heure du repas de midi. Euh, tout ça, ce sont des limitations. Ce sont des limitations culturelles, sociales, professionnelles. Donc, quand on vit une vie qui est complètement, ou toute forme de liberté hors du contexte conventionnel, on ne se permet pas ce genre de liberté, on est très domestiqué. Oui, parce que Et il y a une certaine souffrance de ça qui n'est peut-être pas perceptible, une souffrance de ne jamais être soi vraiment, de toujours se limiter. Et puis il y a aussi il y a des conséquences sur la santé. Typiquement, ces gens-là, leurs pieds ne sortent jamais des chaussettes et des chaussures, leur corps n'est jamais exposé au soleil, sauf si c'est, une fois de plus, l'été pendant 2 semaines, quelque chose comme ça, mais le reste du temps, jamais. Euh, Même l'exercice est complètement formaté, donc tout est formaté, tout est standardisé, tout est un contexte conventionnel et il n'y a rien hors de ce contexte qui n'est permissible et qui donc ne peut être vécu. Bon, c'est une limitation de la vie, ça, hein. C'est une limitation de l'esprit et du corps. Faut pas se leurrer et c'est comme ça. Mon but n'est pas de blesser personne en mettant le non, doigt sur cette réalité. bien sûr, mais comme tu le dis, c'était à l'époque, quand on a échangé ces emails en 2007, tu disais justement de ne pas retourner, ça ne veut pas dire retourner dans une grotte et retourner à l'âge du paléolithique. On est au XXIe siècle et on a aujourd'hui, j'en suis persuadé, et d'ailleurs le fait que tu sois à quelques milliers de kilomètres d'ici, avec 3 heures de décalage, ça montre bien que la technologie nous permet d'avoir des contacts, de créer des choses qui sont assez incroyables, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une certaine réflexion pour retrouver une connexion avec notre liberté physique et notre liberté de penser, comme tu l'as dit, sortir des conventions pour retrouver une santé, parce que tu parles des chaussures, ça agit sur effectivement la posture, tu parles du soleil, ça agit sur notre taux de vitamine D, donc sur notre consommation de calories, sur notre immunité. Donc tous ces éléments-là, tu le dis extrêmement bien, ça nous emprisonne, ça nous met en cage, mais aux dépens de notre santé physique et mentale. Est-ce que tu penses qu'en 15 ans, puisque tu avais déjà cette réflexion en 2007, et aujourd'hui on est en 2022 avec 2 dernières années un peu particulières, mais penses-tu qu'on a continué à se domestiquer ou est-ce que tout de même il y a des remises en question? Il y a des remises en question qui sont individuelles. Au niveau collectif, bien sûr, on est encore plus domestiqué qu'on était avant, hein. Regardons par exemple cette histoire de fausse vaccination, parce qu'il faut bien en parler, et ça va sortir, de toute façon c'est déjà sorti, ça va continuer de sortir. Et là, on est sur... C'est, pour en arriver là, hein, où les gens acceptent de montrer sur leur téléphone un QR code qui donc est la certification, la preuve qu'ils ont bien été vaccinés 2 fois, 3 fois. Alors attends, tout, comme ça, on doit donner notre statut de santé, on doit expliquer si on est vacciné ou pas vacciné, ce qui ne regarde personne, ce qui ne devrait regarder personne. C'est une information de santé strictement personnelle, number one. Pardon, numéro 1. 2, on n'a pas nos libertés complètes si on n'accepte pas cette injection, qui n'est pas une vaccination, puisqu'elle ne protège de rien. Et 3, en plus, les personnes qui feraient la vérification sont qui? Le patron d'un restaurant, une personne embauchée pour, etc. Mais, donc, on nous oblige à montrer à des étrangers
et donc à faire la police les uns sur les autres, etc. Enfin, c'est monstrueux. Mais ce que je veux dire par là, ok, il y a des gens qui ont sans aucun problème moral, même presque avec plaisir, accepté cela, ce qui est une restriction incroyable de nos libertés. Donc, est-ce qu'on est plus domestiqué qu'avant? Ben, absolument, puisque on nous oblige moralement et légalement, même si on n'est pas obligé moralement ou légalement, à subir ces injections, à subir ces vérifications d'identité. On vérifie notre identité non pas sur, en fait, ben, tiens, je m'appelle Erwan Lecor, tu t'appelles David Germeau, tel âge. Non, non, c'est est-ce que tu as eu tes injections ou pas, c'est ton identité. Ton identité, c'est injecté ou non injecté. Ok, bon, ben ça, c'est de la domestication, ça, on est en plein dedans. Oui, effectivement, c'est intéressant parce qu'on a d'abord défini la domestication. Effectivement, cet exemple est assez frappant, surtout au-delà des libertés de penser, de faire un choix éclairé sur sa propre santé. On est passé par une phase où on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus bouger. Hein. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu de votre côté, mais c'est vrai que quand j'étais en Belgique, on a eu cette période où, heureusement, de mon côté, j'avais un jardin, le printemps était sympa et j'ai passé beaucoup de temps dehors et j'ai pu bouger, faire du sport dans mon jardin, torse nu parce que j'étais chez moi. Mais beaucoup de personnes en ville ont été justement déprimées de mouvement, de soleil, parce qu'il y avait effectivement ces différents confinements. Et donc là, clairement, on est dans un champ, on était déjà dans cet état d'esprit il y a 15 ans quand tu avais les prémices de MoveNat en tête que tu as développé. Et aujourd'hui, ben, MoveNat, c'est une technique, une méthode plutôt de développement naturel de ses capacités physiques qui ne vont pas du tout dans le sens de la perte de poids, de plus de productivité, comme on voudrait finalement dans ce modèle de domestication, mais plutôt de liberté. Parce que quand on voit un petit peu le descriptif des éléments de base de MoveNat sur le site, c'est effectivement ce que tu as cité tout à l'heure. Ce n'est pas simplement marcher, sauter, s'asseoir, c'est grimper, c'est nager, c'est être capable de se battre dans certaines situations, c'est retenir sa respiration, c'est respirer. Tu as récemment obtenu un record national d'apnée statique. Donc, ce sont tous des éléments qui te permettent finalement d'avoir un contrôle sur ton environnement grâce à une meilleure maîtrise de ton corps. Parce qu'on a parlé de la respiration pendant 2 ans avec ces différents masques, alors que la respiration est probablement un des derniers éléments que l'on enseigne en fitness ou chez le médecin. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir le degré de voir où sont les priorités dans cette société, hein, dans bien des pays. Quelles sont les priorités? Là, je ne sais pas quelle est la question, si c'était une invitation à C'était une commenter. invitation parce que je voulais effectivement revoir un peu sur ces 15 ans. J'ai eu plaisir à retrouver finalement nos échanges il y a 15 ans à l'époque où tu n'avais pas encore MoveNet comme aujourd'hui. C'était des prémices et aujourd'hui, c'est d'autant plus cohérent par rapport aux éléments que tu as mis dans cette méthode. Et justement, pour pouvoir poursuivre dans le déroulement de ta carrière, donc là, on est en 2007 au Brésil, tu as les bases à mettre sur papier, à créer ta certification, mais en 2009, tu fais un article dans le Men's Health, un magazine très réputé aux États-Unis. En 2010, tu fais une présentation à la NASA de MoveNat qui a à peine quelques années. En 2011, tu refais un article et tu es finalement déjà leader dans le paléo-fitness qu'on appelait à l'époque. Et donc, ma question serait, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment tu es passé de réflexion au Brésil à un magazine très bien coté aux États-Unis, à donner une conférence à la NASA? Et aujourd'hui, je ne pense pas avoir le nombre exact, mais j'ai pu compter sur la petite carte de MoveNat plus de 44 sites
de certification sur les 5 continents. Ouais, et des milliers de personnes qui sont aussi certifiées niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 dans je sais pas, des dizaines et des dizaines de pays sur tous les continents, c'est sûr. 2007 au Brésil, c'était pas juste de la réflexion en fait, David. J'étais déjà bien déterminé à passer de l'idée, de la vision à la manifestation. C'est très simple. Hein. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui a une idée, c'est quelqu'un qui a une vision pour lui-même et à travers un projet qui donc devient une réalité. Au début, c'est complètement intangible, c'est dans la tête. Et puis, il y a tous ces pas à faire, ces étapes à franchir pour que l'idée devienne réalité. C'est ça un entrepreneur. Entreprendre quelque chose qui n'existe pas. Il faut avoir confiance, il faut avoir la confiance ou la foi ou la vision que, c'est possible, que 2, on en est capable, que 3, on aura la discipline et l'endurance. Je ne suis pas différent. Sauf que peut-être ce qui est différent, c'est que le projet en lui-même, c'était quelque chose de vraiment très, très unique. C'est pas comme quand tu as déjà un business plan parce que, par exemple, tu dis je vais ouvrir une franchise de pâtisserie en Australie ou je ne sais quoi. Très, très bien. Je veux dire, je n'ai pas envie de dire toutes les idées sont bonnes. La plupart des idées sont bonnes. Et puis parfois, entreprendre, c'est pas si créatif que ça. Essentiellement, c'est de la méthode avec des business qui existent déjà, certains qu'on rachète. On n'a pas toujours besoin de réinventer la roue. Mais quand on entreprend avec l'idée de faire revenir une méthode d'entraînement physique qui a existé dans le passé, mais qui a complètement disparu de la circulation, quasiment, de la reformer, de lui donner une forme nouvelle, c'est-à-dire une explication, une communication nouvelle. La méthode en elle-même nouvelle, moi, ce que j'ai beaucoup incorporé dans MoveNat, comparé au travail de Georges Hébert, c'est la technique. C'est un enseignement beaucoup plus pédagogique, plus pédagogique, beaucoup plus efficace en termes pédagogiques, beaucoup plus ancré sur des principes et des progressions, plutôt que allez, on y va les gars, et puis vous inquiétez pas pour la technique, ça va s'améliorer sur le tas. C'est pas comme ça que ça marche, en tout cas certainement pas à l'époque moderne où la plupart des gens ne sont pas très en contact avec pas très connectés avec leur corps. Donc, il a fallu reformer tout ça. Hein. Ce n'était pas juste, le gars, il est marrant, il marche pieds nus, là, on dit une espèce de Tarzan, il a de la chance, il a eu un article d'un grand magazine, puis ça l'a lancé, puis voilà, rien d'autre à faire. Le mec, c'est un peu un hurluberlu. Pas du tout, je suis un entrepreneur. Je suis créatif, je suis intuitif, mais je suis très organisé, très rationnel. Et il n'y a que comme ça que les choses fonctionnent. Donc, il a fallu créer une marque, créer un site internet, créer donc cette pédagogie, créer un curriculum, l'organisation des stages, la formation des nouveaux coachs, parce qu'au début, j'étais tout seul, je faisais tout. J'avais tous les chapeaux. Et puis, en plus de ça, je crée une famille, j'ai 3 enfants, j'ai écrit et publié un livre, j'en ai créé un deuxième, je crée une deuxième méthode, etc. Ça, c'est l'esprit d'entreprise. Maintenant que j'ai un suivi, j'ai un peu, tu vois, j'ai des références, quoi, j'ai des personnes qui me suivent, etc. J'ai un public. C'est plus facile de proposer autre chose. Mais au départ, à l'époque, en 2005, c'est quand je commence à avoir cette idée-là. En 2007, je suis au Brésil pour y travailler. Qui me connaît? Personne. Quelles sont mes références? Aucune. C'est quoi mon bagage dans le domaine? Aucun. Aucune formation, aucune qualification quelconque. Donc, l'idée non seulement de rénover cette méthode, mais de trouver un moyen de la faire connaître
Et à l'époque, mon ambition était suffisante pour que mes dents rayent le parquet. C'était l'idée que je serais capable d'amener cette méthode à une reconnaissance mondiale. Mhm. C'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire que ça pourrait être pratiqué dans le monde et disons que beaucoup plus de gens à travers le monde seraient peut-être ne pratiqueraient pas, mais auraient une idée, tiens, cette façon de s'entraîner là, elle existe, cette façon, cette méthode naturelle, ce mouvement naturel, pas juste les machines à exercice dans les gyms. Ben, j'ai réussi, Oui. je l'ai fait. Je l'ai fait. Alors comment? Je ne sais pas si c'est ça la question. La Comment est-ce que question, c'était est-ce qu'il y avait eu un élément vraiment déclencheur de la partie je travaille, je suis systématique, je suis un entrepreneur, et cette diffusion qui aujourd'hui, en 15 ans, est quand même assez exceptionnelle, ou oui. est-ce que, j'aurais une question en parallèle, est-ce que c'est justement les qualités que tu as développées au fur et à mesure de tes propres expériences, en étant moins standardisé, en osant probablement plus que la moyenne des entrepreneurs de par la confiance que tu avais en ton corps, et on sait, on l'a effleuré, mais la confiance qu'on a dans son propre corps impacte la confiance qu'on a de manière générale. Est-ce que c'est des éléments qui ont aidé ou est-ce qu'il y a eu un élément spécifique? Alors les deux. Alors, un et d'abord, tout participe. Toutes nos expériences dans la vie participent à non seulement généralement au choix du type de business dans lequel on va investir son temps, son énergie et puis son argent. Et puis aussi participe dans divers degrés de capacité à pouvoir le faire. Par exemple, le sport donne confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose que les gens ressentent. Mmh, mmh. Ça aide. Ça aide dans la relation. On dit, tiens, ce gars-là, bah, il y croit. Il croit vraiment à son truc. Bon, bah, déjà, d'y croire, c'est extrêmement important. Il n'y a pas d'hésitation, etc. Bon. Ensuite, c'est pas comme si je m'étais dit, je suis le gars physique, mais je ne suis pas l'entrepreneur. Bon, j'avais déjà été entrepreneur avant dans d'autres domaines. C'était déjà en moi. J'étais déjà entrepreneur quand j'allais ramasser des cerises l'été et des noix en automne ou l'hiver chez les voisins qui n'en faisaient rien. Je les mettais dans un petit sac, j'allais taper aux portes et je les vendais. Et je faisais de l'argent comme ça, hein, parce que l'argent, on n'avait pas. Donc, c'est de l'initiative. Mmh. Donc, ensuite, on parle de propriété intellectuelle pour créer une marque. On parle de communication pour créer un logo. Moi, j'ai tout le temps été un étudiant. C'est-à-dire que j'ai quitté l'université au bout de 3 mois parce que j'étais mort d'ennui, mais j'ai toujours continué à étudier, à apprendre anglais, à lire surtout à lire sur l'économie, à lire sur l'entrepreneuriat, à lire sur tout. Donc, à la fin, au final, tu te construis une espèce de portfolio de connaissances qui, même si elles ne sont pas approfondies, te donnent la compréhension de base sur tel ou tel sujet. Et un nombre de sujets, entreprendre, c'est avoir des connaissances de base sur une grande variété de sujets, généralement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, d'être quelqu'un qui lit des magazines, qui lit des livres, qui lit en ligne, et qui apprend, ou qui discute, qui apprend, qui pose des questions. Ça m'a permis de faire ce que j'ai fait. Voilà, donc ça c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, on peut appeler ça soit de la chance, soit de la magie, de l'alchimie, je ne sais pas. C'est que j'ai donc élaboré cette vision d'être connu et pour ce que je fais et que ma méthode soit connue et reconnue et donc qu'elle s'étende dans le monde entier. Et j'ai créé cette vision dans ma tête, dans mon esprit, alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait ni entreprise, ni curriculum, ni méthode, ni rien sur le papier, pas de marque, pas de site internet, rien.
J'ai fait une vidéo, je l'ai mise sur YouTube, j'en ai parlé à un gars, Barefooted, qui lui faisait la course à pied, pieds nus, au tout début. Et j'ai dit, écoute, moi aussi je fais la course pieds nus, mais aussi je cours, je grimpe aux arbres, je fais tout ça, donc j'adore ce que tu fais. Et lui dit, j'adore ce que tu fais. Et littéralement, le jour après avoir vu cette première vidéo que j'avais tournée en Corse de façon amateur, où je faisais tous ces mouvements, un type qui s'appelle Christopher McDougall, qui est un New York Times bestseller, un auteur donc bestseller. À l'époque, il n'était pas. À l'époque, il n'était pas. Visite Barefooted pour l'interviewer, pour écrire un livre qui va devenir Born to Run, qui va devenir un best-seller. Ouais. Et Barefooted, tout excité, lui montre la vidéo. Et Christopher, tout excité, dit, c'est génial ce que ce type-là il fait, j'ai envie de parler de ça. À l'époque, il faisait des articles pour Men's Health. Ouais. Men's Health USA. Donc Men's Health États-Unis, c'est non seulement le plus grand magazine de fitness aux États-Unis, c'est le plus grand magazine fitness au monde. C'est 1,5 million de lecteurs, de gens qui achètent le magazine et le lisent à l'époque. Et donc, il va chercher à avoir comment on appelle ça, une autorisation par Men's Health de venir au Brésil, me rencontrer, voir comment je m'entraîne, faire un article sur moi. Quand finalement il obtient. Entre le moment où on a parlé au téléphone, d'ailleurs au début je lui ai dit non parce que je ne veux pas être dans Men's Health. Comment ça, tu ne veux pas être dans Men's Health? Je dis non, vous faites l'exercice avec les machines et tout, les biceps, les checks, je ne sais pas quoi, les suppléments, ce n'est pas mon truc, je n'ai pas envie d'être mêlé à tout ça. Moi, c'est pur ce que je fais. Donc non. Le gars complètement ébahi. Attends, tu ne peux pas dire non, c'est Men's Health. Écoute, imagine je suis le Che Guevara du fitness. Et si tu me fais confiance, je vais écrire un très bon article sur toi. Ça va te mettre le pied à l'étrier. Je dis, OK, d'accord. Si j'ai ta parole que tu ne vas pas raconter n'importe quoi, on le fait. Bon, ça a pris un total de 2 ans entre le moment où 2007, donc au Brésil, le moment où il en a parlé, même avant même que je bouge au Brésil, et le moment où un article va être publié dans Men's Health. 2 ans. Mais le truc, c'est qu'il me disait, je ne suis même pas sûr qu'ils vont publier quelque chose parce qu'on ne sait jamais, des fois, il y a des projets et puis ça passe à l'oubliette, ou ils vont publier une demi-page avec une photo, juste un petit truc, quoi. Ce sera déjà bien. Il dit au maximum, au grand maximum, 1 page, 3 photos. Allez, au grand maximum, c'est ce qu'ils vont me donner. Quand il m'appelle la fois d'après, il me dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils vont écrire un article, attends, que ma mémoire ne me trompe pas, c'était 8 pages et 16 photos. Donc, ce qui s'appelle feature length, un grand article. À titre de comparaison, le mois d'après, Lance Armstrong va avoir un long article aussi avec seulement 6 pages et moins de photos, quoi, en fait. Donc, j'ai eu plus que Lance Armstrong. Comment tu expliques ça, David? J'ai pas payé, j'ai pas couché, j'ai rien fait. J'ai juste fait mon truc et puis je me suis occupé juste de faire ce que j'avais à faire. Mais j'ai toujours cultivé en esprit la vision que ce que j'avais en tête allait se manifester, allait devenir une réalité. Ça, c'est très important. Ouais. Et je pense que c'est ça la raison. Ça ne paraît pas rationnel comme explication. On va dire, mais non, ça n'a aucun rapport. Il y a des gens qui pensent tout le temps avec obsession ou avec beaucoup de foi à leur succès ou ce qu'ils veulent faire, puis ça n'arrive jamais. C'est vrai. Donc, on peut expliquer, on peut dire c'est juste la chance. Mais quand même, c'est l'article qui m'a lancé. Ensuite, tout a été beaucoup plus facile. Il y avait une vision, il y avait un travail, il y avait du solide derrière. Et puis, quand ça arrive au bon moment, voilà, c'est comme ça que ça peut effectivement démarrer, mais il y avait du solide derrière. Sinon, on serait fait un feu de paille. Et du coup, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur à 51 ans, quelles sont tes routines? Calmons-nous, 50. 50. C'est bien pour l'instant. Très bien.
Quelles sont alors tes routines en tant qu'entrepreneur pour, ben, tu l'as dit, tu as une nouvelle méthode en préparation, un nouveau bouquin, tu as l'entreprise à gérer dans les quatre coins du monde, si pas les cinq coins, puisqu'il y a cinq continents. Comment fais-tu quelles sont tes routines à toi, personnelles, en tant que père également, pour maintenir la forme et tenir cette créativité? Euh, Ma routine en ce moment, en termes de pratique physique, qui est en fait pas juste une pratique physique, c'est une pratique mentale et une pratique même pour moi spirituelle, mais essentiellement c'est une pratique mentale, c'est la pratique de l'apnée statique, que je fais même pas en immersion, hein, je le fais sur un lit, quoi, en fait. C'est ça que je fais quasiment tous les jours, et puis je cours pas mal en plus de ça, et puis d'autres choses, tu vois, t'accrocher, grimper, soulever toutes sortes, toutes les choses mouvenades, quoi, en fait, hein. Le mouvement naturel, c'est, Bien sûr. tu as l'occasion de nager, allez, va nager, tu as l'occasion de soulever une charge lourde, bon, ça développe ta force, ta puissance, pour moi, tu fais ça, Et etc. tout à l'instinct, ou est-ce que tu as quand même un certain volume d'entraînement que tu donnes au minimum, ou est-ce que c'est vraiment aux occasions qui se présentent, ou comment ça se passe en termes d'organisation en tant qu'entrepreneur? Parce que tu as quand même Euh, tu bosses. c'est assez organisé et spontané. C'est assez difficile à expliquer. Je dois dire que je suis assez atypique dans la façon dont je pratique tout, hein. Même mon entrepreneuriat, moi, il est pas pareil, hein. Je me disais, c'est quoi tes routines pour la productivité, pour ci, pour ça. Je dis, j'en ai pas, j'en sais rien. Les choses se font comme ça. Euh, j'ai une équipe, hein, j'ai une équipe qui s'occupe de MoveNat à plein temps, si bien que j'ai des responsabilités minimes maintenant en termes de gestion pour MoveNat. Ça me permet de libérer mon temps pour autre chose, pour ce nouveau projet. Moi, ça m'excite tout le temps de progresser, d'apprendre, de continuer à apprendre, toujours être cet étudiant qui apprend tout le temps. C'est pour ça que je suis un instructeur, un coach absolument hors pair. Et ça, je peux le dire. C'est mon excellence à moi, c'est d'enseigner ce que je sais. Mhm. Euh, la pratique de l'apnée statique, on pourrait penser qu'elle est, comme on dit en français, masochiste. Mhm. Pourquoi s'imposer cette souffrance de ne pas pouvoir respirer? En fait, c'est le contraire complet. C'est-à-dire que c'est une méditation, en fait. Mhm. C'est pas juste une préparation mentale, c'est une pratique mentale. Lorsqu'on fait de la méditation classique, on respire. Mhm. La respiration, devient lente. On doit la ralentir justement de façon à calmer l'esprit, Mhm. de façon à avoir plus de clarté par rapport à ses pensées et même à les minimiser, etc. C'est difficile pour la plupart des gens, pas juste les entrepreneurs, mais les entrepreneurs Bien le sûr. savent bien. On est toujours concerné par quelque chose, on est toujours occupé. Euh, D'une façon générale, l'entrepreneur, s'il a un moment où il se dit tiens, je suis bien, je pense à rien et il n'y a rien qui me préoccupe, il va commencer très rapidement à se dire qu'est-ce qui se passe là? Ou est-ce que je suis feignant? Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma motivation, j'ai perdu ma passion, Ouais. etc. Bon, c'est un peu presque je sais pas moi, c'est presque un problème de vouloir tout le temps être occupé. C'est difficile De hein, switcher. Oui. voilà, d'appuyer sur le bouton off. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on arrive à méditer quand non seulement on ne peut pas réduire sa respiration, on ne peut pas ralentir sa respiration, puisqu'on ne peut pas respirer du tout. Donc, non seulement on ne peut pas utiliser la respiration comme un moyen de se calmer ou de méditer, hein, de se tranquilliser, mais en plus de ça, on commence très rapidement à avoir un très gros stress, parce que c'est très stressant de Mhm. retenir la respiration. Bah, ce qui est un peu contre-intuitif, hein, c'est qu'en fait, c'est le meilleur moyen, c'est de se soumettre volontairement à une forme de stress très spécifique, Mhm. de façon très temporaire, euh, donc de façon organisée, de façon méthodique, pour de l'intérieur
alors qu'on est en train de subir ce stress physiologique, induire par décision et par concentration un état mental qui est un état d'activité cérébrale très lent, très calme, très positif. C'est ce que je fais, c'est ce qui m'a permis de battre mes propres records et c'est ce que j'enseigne avec une très très grande efficacité puisque tous mes étudiants et ceux qui participent à mon programme en ligne multiplient leur capacité à rester sans respirer par 2, 3, 4, 5, parfois même par 6, alors que ça se fait en un temps relativement réduit. Donc l'explication n'est pas juste une adaptation physiologique, ça en fait un petit peu partie, mais essentiellement c'est une adaptation neurophysiologique positive, hein, celle de pouvoir en état de stress se déstresser alors qu'on est en état de stress, hein, en temps réel. Donc pas en prenant une pilule, pas en se faisant un massage, pas en chantant je sais pas. Tu retrouves là même la liberté de décider finalement quand tu vas respirer et comment ton cœur peut réagir face à ce stress que tu vas pouvoir maîtriser de mieux en mieux finalement. Quand on parlait tout à l'heure de liberté par rapport à la domestication, c'est finalement avoir un maximum de liberté sur tes capacités à réagir face à n'importe quoi. Parce qu'ici, on parle d'un stress qui est vital. Je veux dire, le fait de ne pas respirer est, comme tu l'as dit, un stress qui, chez certaines personnes, peut réellement créer des périodes de panique. Ouais, absolument. Donc, tous les entrepreneurs savent, même quand ils ne le pratiquent pas, que de conserver, de maintenir un état, je veux dire, son corps en état de bonne santé, hein, c'est essentiel. Parce que comment est-ce qu'on subit du stress quand on travaille dur, hein, quand on se concentre, il y a des enjeux, il y a des incertitudes. Des incertitudes, il faut attendre. Il y a des deadlines, je veux dire des deadlines et des timelines il y a tellement de choses qui peuvent être incluses dans la vie de l'entrepreneur. Tout à fait. Qui pour la plupart ne sont pas des satisfactions, hein, qui pour la plupart sont des stress. Alors bien entendu, il y a des satisfactions parce qu'il y a des réussites, il y a des victoires, il y a des progrès, mais il y a des bonnes surprises parfois, juste comme ça. Mais il y a aussi essentiellement du stress. Donc, ce qu'il faut comprendre, un stress mental est forcément un stress émotionnel et un stress mental émotionnel forcément un stress physiologique. Et un stress physiologique est forcément un stress physique. Autrement dit, tous les stress que l'on reçoit, hein, par accumulation, parfois il y a des grands coups de stress, parfois et c'est juste des petits comme ça, un petit peu tous les jours, un petit peu, mais ça s'accumule tout ce stress-là. Bon, il faut une force, il faut une énergie pour pouvoir la subir, mais pour pouvoir rebondir et pour retrouver la même énergie à chaque fois. Bon, ben ça, c'est la santé. Voilà. Donc, la santé physique, c'est essentiel, c'est la base. Et la santé physique, elle n'est pas juste acquise. On a la chance, on a des bons gènes, etc. Il faut aussi pratiquer ça, l'énergie physique. Donc, avec plus d'énergie physique, on a plus de résilience, de capacité de résistance au stress mental et émotionnel. Parce que le stress mental et émotionnel a forcément un impact c'est forcément un stress physiologique et donc physique. Donc ça, voilà. Et quand en plus de ça, on apprend aussi à réguler son stress mental et émotionnel comme on le fait avec l'apnée statique et avec la méthode que j'enseigne, ce sont d'excellents atouts ça pour l'entrepreneur. Mais il faut y passer un peu de temps, c'est sûr. Du coup, ça va enchaîner sur la dernière question que je voudrais te poser, Erwan, pour aujourd'hui. C'est lorsqu'il y a eu le lockdown et les différents confinements, comment toi as-tu vécu ce nouveau stress et quel serait finalement, on a déjà une part de réponse, hein, mais quels seraient les conseils que tu pourrais donner aujourd'hui aux entrepreneurs qui sont restés dans cette angoisse
accumulé depuis 2 ans? Alors, pour notre part, avec ma femme et mes enfants, ça n'a pas été trop stressant. On avait la chance, en fait, quand Covid a commencé, ces lockdowns et tout ça, on était au Mexique. Et on était dans un petit village au bord de la mer, entouré de jungle. Donc, il y avait les locaux ont porté le masque un petit peu au début, puis après, bon, ils ont vu que ça changeait pas grand-chose. Donc, personne n'était lockdown, tout le monde, juste on vivait sa vie comme ça. Sauf quand on allait en ville et il fallait porter le masque, bon, c'était un peu. Ensuite, bon, la complication, c'était les voyages en avion avec le test, etc. Bon, ça, c'était pas très plaisant. Mais sinon, bon, bah, les enfants ont fait l'école à la maison ou en cours privé. Donc, ça a facilité les choses pour nous. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vécu, ou ma famille, on a vécu cette crise manufacturée, artificielle, de la même façon que beaucoup de gens, par exemple, qui vivent en ville, en Europe, pendant l'hiver, etc. Voilà, ça a vraiment dû être terrible, terrible. Les enfants allaient à l'école avec le masque, etc. Bon, bref. La pression pour la vaccination, j'ai pas vraiment connu ça. Parce que MoveNat n'a pas subi cette Non, je te parlais du côté personnel. MoveNat a failli disparaître parce que du jour au lendemain, tous nos events, tous nos stages, etc., zéro. Bien sûr. Donc, tous ceux qui étaient déjà planifiés ont été éliminés. Donc ensuite, en gros, quand ton business est basé sur de l'enseignement en groupe, mais en personne, tu n'as plus de business. Tu n'as plus de business. Donc du jour au lendemain, chiffre d'affaires, zéro. Et on aurait pu, la société aurait pu disparaître. Donc on s'est ressaisi, l'équipe a travaillé à fond, et puis on a trouvé des solutions. On était sur le point d'avoir MoveNat officiellement intégré sur le campus de Nike en Oregon. Terminé. Donc, on ne va pas se plaindre. Je veux dire, c'est une très très grosse opportunité qu'on a ratée malheureusement du fait des circonstances mondiales. Mais bon, il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des gens qui ont perdu beaucoup plus, il y a des gens qui ont vraiment tout perdu à cause de ça. Il y a eu tellement de problèmes. Donc, bon, voilà, ça a été les soucis, mais en même temps, ça nous a permis d'apprendre et de grandir et de se renforcer dans bien d'autres domaines. Donc, on serait prêt à faire face si ce genre de choses arrivait une fois de plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux recommander, moi, aux entrepreneurs? Bon, si vous avez un business qui est basé sur, vous savez que s'il y avait un lockdown, vous souffrez, vous avez moins de chiffre d'affaires ou plus du tout chiffre d'affaires, c'est vraiment à prendre en considération. Qu'est-ce que je dois faire quand ça arrive? Sur quoi? Est-ce qu'il y a un moyen de se diversifier? Diversifier l'offre. Et à terme personnel, il y a beaucoup de mouvements qui peuvent être faits à la maison ou dans le jardin ou au parc à côté, etc. Il y a beaucoup de mouvements. Ça, c'est ce que MoveNat, donc MOVNAT, c'est ce qu'on enseigne. Ça peut s'apprendre. On a des cours en ligne, des e-courses. Il y a des stages, donc on peut y participer. C'est typiquement 1 jour ou 2 jours et on apprend tellement de choses. Une fois que vous avez fait ce stage, ça vous donne la base pour que vous puissiez faire tous ces mouvements qui sont des mouvements naturels vous-même. C'est quasiment n'importe où et ça peut être fait tous les jours sans avoir besoin d'acheter un équipement qui coûte des milliers de dollars ou d'euros. C'est ça qui est simple. Voilà, donc c'est la différence entre les certifications et les ateliers. Donc les certifications, c'est pour les futurs coachs accrédités MoveNat. Et puis tu as donc les ateliers qui sont ouverts à tous. Parce que c'est un des éléments que j'ai retrouvé dans nos échanges en 2007, c'est que tu insistais sur le fait que MoveNat soit
disponible pour tous, avec, sans matériel et à faire n'importe où. Donc ça, c'est une partie de ta vision qui aujourd'hui est d'autant plus intéressante, justement par cette problématique que beaucoup de gens se sont auxquels ils se sont retrouvés dans les confinements, c'est qu'ils ne pouvaient plus aller faire de sport parce que les salles étaient fermées, ils pouvaient aller courir éventuellement, mais ils s'ennuyaient. Or là, avec cette version en e-learning, c'est stage, lorsque c'est possible, la personne devient indépendante finalement pour se créer son propre programme d'entraînement, de maintien finalement. Voilà, exactement. Donc, quelles sont généralement les options disponibles pour l'entrepreneur, ou pour tout le monde d'ailleurs, mais disons pour l'entrepreneur qui n'a pas le temps d'aller se rendre dans un gymnase, enfin, je veux dire un gym, quoi, 3 fois par semaine. Il est obligé de faire son exercice lui-même, hein, soit à la maison, soit ça va être le jogging, la course à pied. Ça va être des pompes, des tractions, des abdominaux, ce genre de choses. C'est très bien, hein. Tout ça, c'est très, très bien. C'est excellent. Et puis, nous, ce qu'on propose, c'est d'élargir ce répertoire. Parce qu'en fait, à l'origine, on se souvient tous, quand on était gamin, on faisait beaucoup plus que soit juste courir. On ne faisait pas des pompes et des abdos et des choses là, parce qu'on aurait trouvé ça trop dur, mais aussi trop ennuyeux, quoi, en fait. Bien sûr. C'est pas spécialement marrant, quoi. Alors que nous, avec MoveNat, on fait. J'ai du mal avec la diction française, hein, maintenant, je dois l'avouer, alors que j'avais une élocution quasiment parfaite il y a de ça 12 ans. On rappelle aux gens, on leur fait se souvenir, hein, consciemment et presque instinctivement, le plaisir et la liberté qu'on avait de faire tellement de mouvements différents quand on était gamin. Avec MoveNat, le mouvement naturel, c'est l'idée qu'on va faire, on va s'accroupir, on va se mettre à genoux, on va marcher à 4 pattes, on va rouler sur le dos, on va faire des sauts et on va faire donc des réceptions, des atterrissages d'une certaine façon. Il y a plusieurs techniques, il y a tellement de techniques, il y a tellement de mouvements, donc c'est très riche. Et ce qui est intéressant là, que l'entrepreneur va adorer, c'est que c'est excellent pour le cerveau, ça. Alors, pour le cerveau, donc pour la cognition, donc pour la productivité, la créativité. Alors, on sait que l'exercice, c'est très bon pour le cerveau, d'une façon générale. En fait, la vérité, c'est que le manque d'exercice est très mauvais pour le corps et très mauvais pour le cerveau aussi. Le cerveau fait partie du corps. Donc, on va penser pareil, etc. Mais on ne va pas se rendre compte qu'un corps qui ne fait pas d'exercice ou qui ne va pas dehors, qui ne va pas au soleil, qui n'est pas jamais dans la nature, ne peut pas être un corps qui a une santé optimale et donc ne peut pas être un cerveau qui a une santé optimale. Hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, aux dernières nouvelles, le cerveau est complètement partie intégrante du corps, partie très importante du corps. Alors, la différence maintenant entre MoveNat, le mouvement naturel, et une autre forme d'exercice, c'est justement cette variété et le fait qu'on doit s'adapter. Par exemple, si tu fais un saut, il y a un petit obstacle, c'est 10 cm de haut, tu ne peux pas te faire mal, mais il faut quand même que tu fasses très attention où tu vas atterrir avec tes pieds. Bon, c'est quoi la différence entre ça et un autre exercice où tu fais par exemple des pompes, etc. Les pompes, tu peux faire tes pompes sans réfléchir. Tu peux courir sans réfléchir, tu peux courir sans faire attention, vraiment. Tu peux courir tout en pensant à plein de choses. C'est très bien d'ailleurs. Mais quand tu fais ces mouvements naturels, la plupart du temps, tu dois faire attention. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas te cogner, tu vas rater, tu vas glisser, tu vas peut-être tomber, tu vas peut-être même te faire mal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ton cerveau, ton attention doit être complètement dans le moment, l'ici et maintenant, dont on parle souvent, le côté spirituel, être ici et maintenant. Ça, c'est quand tu fais ce genre d'exercice, tu es ici et maintenant. Tu ne peux pas être ailleurs et tu ne peux pas être à un autre moment. C'est ici et maintenant. Qu'est-ce que ça représente au niveau du cerveau, de l'activité du cerveau? Un cerveau qui est super engagé dans ce qu'il fait
Et ça crée des connexions neuronales très bénéfiques. Ça a été prouvé par une étude scientifique. Hein, c'est très bon pour ce qui s'appelle en anglais le working memory. En fait, c'est plus important que le quotient intellectuel, working memory. En gros, je ne vais pas faire d'erreur dans ma comparaison, mais c'est un peu la RAM, quoi. C'est ta capacité à to process, comme on dit en français, tu as tout un tas d'informations, tu la synthétises plus rapidement. Ouais. C'est une forme d'intelligence, d'accord? Oui, tout à fait. Le mieux tu peux synthétiser, le plus facilement, le plus vite tu peux synthétiser, le mieux, hein, le plus intelligent, tu peux réagir, tu peux prendre des bonnes décisions. Bon, c'est important dans les négociations, c'est important dans plein de choses. Et tu aurais un dosage, oui. Le cerveau qui doit s'adapter, en fait, il calcule quelle énergie il doit donner à quel moment, à quel angle, etc. Et on dirait, oui, mais c'est juste physique, ça. Mais non, en fait, parce que les connexions neurologiques spécifiques pour ce type d'activité sont les mêmes qui vont être utilisées. On n'a pas un cerveau pour ça et un cerveau pour ça, forcément. Et donc, tu vas booster ta working memory, ta capacité à to process, pas procéder, comment dire, analyser ou analyser, voilà, et à synthétiser, ouais. à synthétiser l'information rapidement, prendre des décisions rapides et efficaces. Bon, voilà, c'est parti. Et si tu devais donner plus, quoi, en fait, voilà. Ouais. Donc c'est bénéfique. Si tu devais donner un dosage, parce que tu sais, fatalement, on est fort attaché à certaines choses, mais si tu devais donner un dosage optimal de gamme de mouvements quotidienne. 12 mg 3 fois par jour à diluer dans un verre d'eau. Le dosage, c'est difficile à dire, David, parce que, bien entendu, je pense que la première question qu'un entrepreneur va dire, c'est OK, combien de temps ça me prend tout ça? Ouais. Parce que excusez-moi, mais je suis occupé, quoi. Combien de temps ça me prend? On va dire, je sais pas moi, 15 minutes, 20 minutes par jour, c'est très bien. Et alors, comment on les trouve, ces 15 minutes, 20 minutes par jour? Parce que je suis désolé, moi, je ne les ai pas, ces 15 minutes, 20 minutes par jour. Alors, tu ne les as pas encore, monsieur l'entrepreneur, madame l'entrepreneur. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi tu ne les as pas encore? Pourquoi tu n'as pas encore ce temps-là? Il y a une réponse très facile. Parce que tu n'as pas encore mentalement attribué la valeur vraie, la valeur juste que justement l'exercice ou ce type d'exercice a au titre de ta santé physique, mentale, émotionnelle et même de ta productivité, tes créativités professionnelles. Donc pour l'instant, tu en es encore au stage de ouais, mais je ne suis pas sûr si c'est vraiment important. En gros, je peux m'en passer. Pour l'instant, je ne le fais pas, donc si tout marche bien, je peux m'en passer. Peut-être je vais essayer une fois ou deux, alors tu vas faire 3 sessions, peut-être une semaine, et puis tu vas dire, ouais, je me sens bien, c'est bien, mais bon, je ne vois pas trop la différence. Oui, mais tu viens à peine de commencer, donc l'idée, c'est que tant qu'on ne comprend pas par l'expérience la valeur de quelque chose, eh bien, cette valeur n'existe pas. Et on ne peut pas la créer, on ne peut pas la répliquer, on ne peut pas la recréer. Donc ça, c'est numéro 1. Et quand on va finalement comprendre la valeur de quelque chose, donc on va vouloir l'acquérir et la conserver, cette valeur, on va le trouver le temps. Et on va le trouver où le temps? On va le trouver, on va l'emprunter, on va le reprendre. On va reprendre ces 20 minutes sur une autre activité où ces 20 minutes sont utilisées avec une moindre valeur finalement. Valeur. Donc par exemple, 20 minutes sur Internet, sur des choses qui ne sont pas vraiment du boulot. Hein? Allez, on sait qu'elles sont là plus que 20 minutes. OK? Voilà, terminé. Voilà, il n'y a pas d'excuse. C'est une question de priorité. C'est une question de à quoi est-ce que l'on attribue de la valeur. Oui. On peut se dire, ouais, j'ai 30 minutes, voire 1 minute, voire 2 heures par jour pour
toutes sortes de trucs médias qui ne sont pas vraiment du travail. Mais je n'ai pas 20 minutes pour de l'exercice. Bon, clairement, on attribue la valeur ailleurs. Donc ça, c'est une réflexion personnelle. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Jusqu'au jour où... C'est pas à moi de répondre. Et là, vous allez comprendre le dosage, quoi. Oui, et puis jusqu'au jour où ces 20 minutes deviendront essentielles pour l'équilibre de la journée ou de l'efficacité ou de la productivité ou de la santé de la personne. Et c'est ça qu'on veut atteindre. Parce que là, on arrive dans ce qui s'appelle en anglais le système dopaminergique, c'est-à-dire comment dire, des schémas de comportement qui ont à voir avec la dopamine, qui est donc le neurotransmetteur de la gratification, de la satisfaction. Donc, on peut passer 2 heures sur des réseaux sociaux, etc., parce que ça fait partie de notre réseau de production de dopamine et donc de satisfaction. Donc, on peut appeler ça une dépendance, une addiction, une habitude, peu importe. On va le faire parce que ça nous satisfait. Et c'est ça la vérité. Ça nous satisfait même quand on sait, quand on y regarde un petit peu plus près, ça n'a pas tant de valeur que ça. Ça n'a ni tant de valeur ou d'avantages ou de bénéfices, de bienfaits. Alors que l'activité physique, mais si on n'en a pas et qu'on va commencer à en avoir une, les bienfaits, c'est énorme à tous les niveaux de ce qu'on appelle la vie. Individuelle, physique, l'énergie, l'humeur, et bien entendu le travail, la capacité d'endurance au travail, le niveau d'énergie ou au contraire le niveau de fatigue, le niveau de motivation, au contraire le niveau de burn-out. Voilà, donc trouvez votre valeur. Exactement. Un tout grand merci, Erwan. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, bon, mais il y a des principes essentiels. Par exemple, les principes essentiels, ils s'appliquent pour tous. Donc, quand on les connaît mais qu'on ne les applique pas, c'est comme si un fumeur te dit c'est horrible de fumer. Ou tu fumes, mais tu sais que tu ne devrais pas fumer, tu le sais et c'est une vérité, mais tu ne le fais pas quand même, tu n'arrêtes pas. Bon, voilà. Oui, c'est l'équilibre que chacun doit trouver et mettre ses priorités, justement, c'est le but de ce podcast, c'est de pouvoir mettre la santé comme priorité lorsqu'on est entrepreneur, parce que justement, ça fait partie de l'équilibre de la personne et pour ceux qui veulent, effectivement, de la productivité, de l'efficacité de cette entreprise. En tout cas, Erwan… David, tu as raison à 100% parce que tu imagines que tu réussis très bien dans ton entreprise, mais que tu y perds complètement toute ta santé. Tu as gagné quoi au final? Rien. Rien, parce que tu ne vas jamais pouvoir en profiter. Et même la richesse que tu as créée ne te permettra jamais de retrouver le niveau de santé que tu avais avant. Donc, il y a effectivement un équilibre à trouver. Et un équilibre, parfois, trouver l'équilibre, c'est connaître les priorités. Donc, un corps en santé, c'est un esprit en santé. C'est la base. Quand on perd ça, moi, à n'importe quel moment, je suis prêt à perdre en ressources, à perdre en revenus, plutôt que de perdre en santé. Oui, clairement. Tout à fait. Un tout grand merci, Erwan, d'avoir consacré une partie de ton temps d'entrepreneur. On a eu vraiment, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir cet échange. Pour te retrouver, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Erwan Lecor. On a effectivement movenat.com qui est le site de ton entreprise. Et sans dévoiler quoi que ce soit en termes de projet, est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau livre ou à une nouvelle méthode cette année ou c'est pour l'année prochaine? Ça devrait être pour cette année, tout du moins, c'est ce qui est sûr, la course en ligne, donc le programme en ligne. Que j'appelle ça Breath Hold Work, le travail de retenue de la respiration. C'est en fait une méditation. Donc ça va être prêt avant la fin d'année et je devrais commencer à écrire mon livre avant la fin de l'année. En fait, il est quasiment, je dirais pas qu'il est quasiment écrit, mais j'ai vraiment tout le… Il faut juste que je travaille à la matérialisation. L'écriture et voilà. Mais oui, voilà. Quelque chose de nouveau qui arrive bientôt. Et ça, on sera au courant via les réseaux essentiellement. C'est par là que tu vas communiquer.
Oui, essentiellement. Ok. Mais en tout cas, un tout grand merci. Bon succès pour les prochaines semaines, les prochains mois et pour ces 2 nouveaux projets. On n'a effectivement pas énormément parlé de ton livre, Practice the Natural Movement, qui est en anglais uniquement. En anglais, en polonais, Ça, j'ai vu aussi. euh, en allemand, Ok. et je crois qu'il y a des pourparlers pour une traduction en chinois. Ok. Voilà. Très bien. Mais en tout cas, merci encore une fois de nous avoir partagé ton expertise, ta carrière, tes pépites en termes Merci à toi. d'entrepreneur Merci et à tous. d'être humain libre et de nous ouvrir un petit peu certaines réflexions sur justement cette différence entre être réellement libre physiquement et mentalement et puis finalement rester coincé dans cette domestication dans laquelle nous sommes depuis quand même déjà plusieurs générations. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter cette interview et à contacter Erwan via les réseaux, en tout cas à le suivre pour ses prochains projets. Bon succès à toi, Erwan, et merci encore une fois d'avoir pris ton temps. Salut. Merci David, salut, salut à tous. Bonne chance.